Laisse béton! J'ai voulu donner la parole dans ce podcast à un député qui connaît les enjeux de la vie en milieu rural. Alors je me suis tout simplement tournée vers l'élu de ma circonscription, Luc Lamiraud, qui a bien voulu répondre à mes questions. Dans cet épisode, Luc parle de son choix de quitter Paris avec son épouse pour s'installer sur les terres familiales où il s'est toujours senti chez lui. Il explique aussi son engagement de longue date dans la vie de la cité, les défis de sa circonscription et comment il s'efforce de répondre aux colères de ses concitoyens qui peuvent les mener à voter pour les extrêmes. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Luc. Bonjour. Tu es député de la 3e circonscription, c'est ça, d'Eure-et-Loir? C'est la 3e. Hein. Tout à fait, la 3e. Depuis début 2021, je crois, c'est ça? Depuis, oui, 22 janvier 2021. Ah. Et cette circonscription est une circonscription rurale, on peut le dire quand même. J'y vis, donc je le sais. Voilà, elle est assez rurale sur son centre, mais d'un côté, du côté de Nogent-le-Rotrou ou du côté de Lucé-Mainvilliers, c'est quand même assez urbain. Ok. Alors après 18 mois de fonction à peu près, comment tu décrirais ton rôle de député? C'est quoi ton job en fait? Alors, député, c'est à la fois voter des lois, c'est le rôle principal du député, et c'est ce qu'on nous demande de faire, c'est le rôle principal qui est donné aux députés. En revanche, pour pouvoir bien je dirais voter des lois, il faut bien connaître son territoire, bien connaître les gens, bien connaître les entreprises, bien connaître les associations, et donc il faut absolument aller sur le terrain. Et c'est ça la difficulté, c'est de trouver un juste milieu entre la présence à Paris nécessaire pour aller en commission et aller dans l'hémicycle, et puis aller à la rencontre à la fois, encore une fois, des entreprises, des associations ou des habitants de la circonscription. Mmh. Alors pour cette campagne électorale, je t'ai vu sur les réseaux partout. Tu as parcouru le territoire et la circonscription. Tu as rencontré, je sais pas, des dizaines de gens, je crois. Qu'est-ce que tu en retires de ça? Qu'est-ce que tu as appris pendant ces mois de campagne? Alors j'ai effectivement rencontré énormément de gens qui ont exprimé des inquiétudes, pour certains même des colères contre le fonctionnement de cette société, contre le fonctionnement de la société française proprement dit. Ces incompréhensions, ces colères, je dirais que j'ai essayé de leur faire valoir que j'avais les mêmes et que j'étais justement là et que mon engagement d'homme public était pour essayer de combattre ces difficultés de discuter avec l'administration, d'essayer de trouver des solutions pour apporter justement l'administration et amener l'administration au plus proche d'eux et surtout avec un visage humain. D'arrêter les plateformes. Il faut moderniser notre administration, il faut moderniser notre service public pour pouvoir en diminuer le coût, mais il faut en même temps l'humaniser. Et c'est ce que les maisons France Service ont comme vocation et comme objectif, de manière à rapprocher de l'utilisateur le service public. Ce que je préfère, c'est justement cette partie rencontre des habitants pour pouvoir m'assurer que ce que je vote est conforme à leurs besoins, ou au moins à la majorité d'entre eux, puisqu'en fait, c'est toujours la même règle. L'intérêt général n'est pas une somme d'intérêts particuliers. Il faut trouver ce qui est le mieux pour la plus grande majorité des habitants et essayer d'expliquer aux autres pourquoi on a voté dans un sens ou dans un autre. Et c'est à la fois ce qui est intéressant, c'est d'essayer de convaincre. Alors c'est pas toujours facile, les gens ont du mal quand on essaye de leur dire j'ai voté comme ça parce que moi je crois et parce que ça correspond à la majorité de ce qu'on m'a demandé. C'est pas forcément toujours mon avis personnel, mais c'est aussi la majorité de ce qu'on m'a demandé. C'est ce que j'essaye de faire la plupart du temps. C'est de répondre au plus grand nombre. Ce territoire au-delà de la campagne récente, tu le connais bien, ça fait
30 ans, je crois. Tu m'as dit cette année que tu revivais ici, parce que si j'ai bien compris, tu as vécu ici enfant. Alors en fait, mes parents sont partis vivre à Paris, mais on revenait tous les week-ends. J'avais plus l'impression d'être en pension chez mes parents à Paris et de revenir tous les week-ends. Donc c'était plus un sentiment d'habiter ici et encore une fois d'aller en pension à Paris. Et dès que j'ai eu l'opportunité, je suis venu m'installer ici. Ok. Donc tu t'es toujours senti chez toi ici, en fait, c'est ça? Tout à fait. Et tu t'es engagé en politique assez tôt, je crois. Tu es devenu maire d'abord, si je ne m'abuse, de Saint-Denis-d'Autoux. Ça a commencé comme ça? Oui, tout à fait. Donc à la fin de ma 26e année, j'ai été élu maire de Saint-Denis-d'Autoux en 89. Et puis très rapidement après, en 92, je me suis présenté au Conseil général à l'époque. Et j'ai été élu en 92. C'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais avoir du mal à continuer à travailler en région parisienne, même si j'étais dans une grande société qui déjà me laissait pas mal de liberté pour pouvoir occuper mes fonctions de conseiller général, mais c'était un peu compliqué de pouvoir être sur le terrain. Donc du coup, j'ai fait un changement professionnel qui m'a permis de venir habiter ici. J'ai créé une filiale européenne pour un groupe indien et que j'ai installé dans ma maison. Donc on est venu s'installer ici avec Manuel, mon épouse. Ok. Pourquoi on s'engage en politique à 26 ans ou 25 ans? Alors peut-être j'ai ça dans les veines, c'est peut-être génétique, mais c'est pour essayer d'apporter sa pierre à l'organisation de la cité, à l'organisation de la société. Tu viens d'utiliser le terme politique, j'ai jamais eu l'impression d'être un homme politique, mais plutôt d'essayer d'être un gestionnaire de la société à des petits niveaux. Et c'est vrai que je préfère le rôle d'exécutif, c'est-à-dire quand on est maire, on agit véritablement avec une équipe, on fait travailler l'équipe. Ou au conseil départemental, au conseil général d'abord, j'étais relativement proche du président Albéric de Montgolfier, et donc on travaillait pour l'exécutif et pour faire fonctionner le conseil général, puisque j'ai été à ce moment-là premier vice-président et en charge des finances et du personnel, donc c'était véritablement organiser le conseil général. Et de toutes ces années d'engagement pour la cité, je vais éviter le mot politique, donc, est-ce que tu aurais un souvenir, même une anecdote à me raconter, un moment où tu te serais dit, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que j'y passe mes week-ends, sans doute des soirées, et que, voilà, ma vie est orientée là-dessus? Bon, je crois qu'il y a beaucoup de petits exemples, donc je vais pas en avoir qui vont ressortir, ou sinon ça va. Il y en a qui seraient jaloux que j'en cite un plutôt qu'un autre, mais c'est vraiment de débloquer des situations personnelles. Ça, c'est véritablement les choses qui m'amusent le plus ou qui me font le plus plaisir. Et puis d'organiser des choses, d'organiser les services du conseil départemental pour qu'ils fonctionnent bien, de trouver des financements pour la mairie, enfin toutes ces choses-là. Alors oui, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait de dire que j'étais pas un homme politique, ou je l'ai pas été. Quand on arrive en député, on est obligé, c'est pratiquement une obligation que d'avoir une carte politique. Donc désormais j'en ai une depuis un peu moins d'un an. Je suis dans le parti d'Édouard Philippe, qui est dans la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, mais plutôt dans la partie Édouard Philippe. Alors, question naïve, mais je la pose, je suis là pour ça. Qu'est-ce que ça fait d'être député élu d'un territoire rural à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Est-ce que vous êtes considéré différemment? Est-ce que vous faites bloc au-delà de vos clivages politiques ou de vos différences politiques? Ou est-ce que ça ne change strictement rien et ce n'est pas un sujet? Alors en fait, il y a dans la plupart des départements, les députés ont une partie rurale dans leur circonscription. Moi, la différence, c'est que je vis dans le rural et la commune où je vis
avait 343 habitants quand j'ai été élu maire. Elle en a aujourd'hui 1000 puisqu'elle a fusionné avec la commune voisine. Mais je crois que je fais partie d'un faible nombre de députés qui véritablement vit dans le milieu rural. Je crois qu'ils sont beaucoup maires d'un chef-lieu d'arrondissement, d'un chef-lieu de canton. Donc on fait pas bloc. Beaucoup de députés ont des agriculteurs dans leur circonscription. Je crois que la différence, c'est que moi je l'ai véritablement vécu, d'avoir mes enfants qui ont besoin de prendre le car le matin à 7 heures du matin, qui reviennent à 19 heures le soir avec le car, des difficultés de transport, de jouer les taxis, cette partie que peu d'urbains connaissent parce que ils vont à pied au lycée, ils vont à pied au collège, à pied à l'école, alors que chez nous il y a le besoin de la voiture. Et en ce moment, avec le coût du carburant, tout ça est démultiplié et la problématique est encore plus importante, et ça fait partie du combat actuel sur le pouvoir d'achat, justement, de montrer que dans le rural, le prix du carburant est un problème plus important encore qu'en ville. Et puis comme tu as été maire d'une commune rurale, tu connais des problématiques d'agriculteurs, entre autres, que d'autres voient de plus loin, sans doute. Oui, ils ont tous des agriculteurs dans leur circonscription, mais peut-être que, puis moi j'ai aussi cette casquette-là, j'ai une déclaration PAC maintenant depuis une quinzaine d'années, donc je sais à peu près la complexité de ce que c'est une déclaration de politique agricole commune et des difficultés à la fois de la remplir, mais surtout de répondre aux contraintes européennes. Est-ce que, alors c'était il y a 30 ans, mais c'est quoi 30 ans? C'était il y a pas si longtemps. Est-ce que tu te souviens de la réaction de ton entourage quand vous avez décidé avec ton épouse de venir vous installer ou vous réinstaller ici, de quitter Paris? Est-ce que vous étiez vus comme des folkloriques ou est-ce que c'était dans la logique des choses? Pas folklorique, fou. Ils nous ont dit qu'on était fous. Okay. Ils nous ont, à l'époque, donc on avait pas d'enfants et on aimait sortir, et sur Paris, effectivement, on habitait Rueil, donc c'était relativement facile de sortir dans Paris, d'aller au théâtre, au cinéma, bon. Et quand on a décidé de s'installer ici, la plupart de nos amis nous ont pris pour des fous en disant mais pourquoi vous allez vous installer là-bas, ça va pas être possible de vivre. Et puis on s'y est bien fait. J'ai eu la chance de convaincre Manuelle, mon épouse, et puis je crois qu'elle le regrette pas. Ta femme n'est pas d'ici, j'avais compris qu'elle était aussi. Alors en fait, je l'ai rencontrée ici, mais elle était aussi résidence secondaire. Je l'ai rencontrée à une trentaine de kilomètres d'ici, à une fête commune de 30 ans justement. Est-ce que, de ta vie de maire ici ou de simple citoyen ici, tu as vu, toi, beaucoup d'arrivées de Parisiens, entre autres, puisqu'on est quand même pas si loin de Paris, ces 30 dernières années? Est-ce que tu as vu beaucoup d'installations de citadins, et en particulier de Parisiens, sur le territoire? Alors, il y a eu beaucoup de Parisiens qui sont venus en résidence secondaire juste aux années 2000 et qui sont restés pour leur retraite. Ça a été d'ailleurs une des forces de ce territoire, car ils ont beaucoup fait fonctionner les associations, ils ont eu une volonté de faire connaître le territoire, une volonté de faire connaître le patrimoine du territoire. Beaucoup d'associations pour le patrimoine des églises, le patrimoine des chemins ont été animées par des résidences secondaires qui se sont installées en retraite ici. Ouais. Et dans les années 2010, il y a eu aussi des installations là de gens plus jeunes qui ont découvert les bienfaits de vivre à la campagne. Ça s'est forcément accéléré avec le Covid, mais il y a eu des gens qui sont venus s'installer pour élever des chèvres, pour faire différentes choses. Élever des chèvres, c'est pas le Larzac, mais on peut quand même avoir des chèvres. On peut quand même avoir des chèvres. Non, mais voilà. Donc il y a eu effectivement des installations, mais elles se sont véritablement accélérées avec le Covid. Ce sont
plus des gens qui ont déjà fait une première partie de leur vie professionnelle et qui ont envie d'en avoir une autre ici. Il y a peu de gens qui font ce que nous on a fait, c'est-à-dire de s'installer, d'élever leurs enfants ici, dans ceux qui viennent de la région parisienne. D'accord. Et ça fait partie justement des difficultés qui leur font renoncer de temps en temps. De pas comprendre justement comment on emmène les enfants à l'école, comment on peut fonctionner avec les scolarités. On a la chance d'avoir, moi je suis pas très loin de Nogent-le-Rotrou, un très bon lycée, des très bons collèges, donc moi ça m'inquiétait pas. Mais ça inquiète certaines personnes qui veulent s'installer ici. Il faut pas que ça les inquiète. On a l'école de la République, on a des professeurs qui sont tout aussi engagés ici qu'ils le sont en région parisienne ou dans d'autres grandes agglomérations, et ça se passe très bien. Mes enfants vont bien, ils ont fait des études et tout va bien. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'arriver ici? Est-ce qu'il y a des... Parce qu'on est d'accord, c'est pas juste un simple changement de décor, c'est quand même un changement de vie, de quitter la ville, de s'installer à la campagne, où que ce soit. Est-ce que, de ton expérience à toi, et de ce que tu as pu voir de tous les gens que tu rencontres, est-ce que tu aurais des conseils à donner ou des choses à dire? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que ici, il y a une véritable vie en commun. On vit avec ses voisins. On sait ce qu'ils font. C'est très très différent de la région parisienne où on a l'impression de les connaître, mais en fait on ne fait que les croiser dans l'escalier, on ne fait que les croiser dans la rue, et on se connaît pas véritablement. Ici, on se connaît, on se rencontre. Il y a de plus en plus de soirées des voisins ou de journées des voisins, de repas des voisins, mais en fait presque toute l'année. Quand on va au comité des fêtes, quand il y a des organisations dans les communes, cette vie sociale, elle existe véritablement, et l'entraide existe. J'en veux pour preuve au moment des canicules, il y a eu des morts dans les villes, il y en a eu très peu, heureusement, dans les campagnes, parce que nous on sait ce que les voisins font, on est attentif à ce qui leur arrive, et on va se voir si besoin. Donc c'est une façon différente d'appréhender son voisinage, même si on est un peu plus loin. Mais en fait, comme on circule beaucoup, on a une obligation de circuler pour aller travailler, faire des courses, aller chercher les enfants à l'école ou autre, et il y a une entraide qui est véritablement beaucoup plus importante, me semble-t-il. Et je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une véritable vie de village, ou vie de petits quartiers dans le village, qui permettent de cette entraide. C'est quoi les défis d'un territoire comme celui-ci pour les dizaines d'années à venir? Alors ça a un petit peu changé avec la reprise de l'économie. Je crois que là aujourd'hui on est dans un territoire qui a en gros entre 10 et 12 000 emplois industriels tout autour de Nogent-le-Rotrou. Je parle plutôt la partie Percheronne. Et l'enjeu, ça va être de pouvoir former les gens sur place. Les jeunes jusqu'à maintenant, et encore cette année, doivent aller se former à Orléans, à Tours, à Blois, ou vont plus loin même parfois. Et du coup, ont moins l'envie ou le besoin de revenir. Et pourtant, on a des propositions d'emploi locales. Il y a entre 10 et 12 000 emplois industriels. Donc, ça veut dire tout autour des services. C'est-à-dire que c'est pas uniquement les emplois industriels. En plus, les emplois industriels sont de plus en plus qualifiés. On a plus besoin pour ces emplois de BTS et parfois même d'ingénieurs. Et il faut qu'on arrive à attirer ou au moins garder des jeunes qui ont envie de répondre aux appels, aux offres d'emploi de ces entreprises. D'accord. Donc l'idée, ça va être de former localement et d'essayer d'avoir une université des métiers ou un campus des métiers
pour pouvoir les amener à rester sur place. Qui sera à Nogent, du coup, c'est ça? Oui, bien sûr. L'idée, c'est que ça soit à Nogent. Alors, la grosse difficulté par rapport à ce campus des métiers, c'est que Nogent est en Eure-et-Loire, mais pas très loin de l'Orne et pas très loin de la Sarthe. Et c'est-à-dire, avec ces 3 départements, c'est 3 régions. Donc 3 régions, c'est 3 recteurs et quand on parle de formation, c'est les recteurs qui font, et il va falloir qu'il y en a un qui soit leader et qui nous aide à monter ce campus. Les dernières élections, plutôt les présidentielles, ont laissé entendre, en tout cas certains ont voulu le lire comme ça, que, en gros, les campagnes votaient Rassemblement National et les villes votaient autre chose. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Est-ce que tu es d'accord déjà avec cette photographie-là? Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, de ce constat-là, si c'en est un? Alors, c'est clairement un constat, hein. Il est vrai aussi sur cette circonscription, et c'est ce que j'ai retenu de mes visites des 92 maires, puisque je suis allé à la rencontre des 92 maires qui, pour beaucoup d'entre eux, avaient aussi invité une partie de leur conseil municipal, avaient invité leur conseil municipal, et en fonction des disponibilités des uns et des autres, j'ai rencontré entre 3 et 20 personnes dans les communes. Donc c'est ces inquiétudes sur le fonctionnement de notre pays, ces colères parfois sur différents sujets, et là aussi c'est ce que je disais précédemment, c'est cette volonté, et c'est qui m'anime moi, c'est d'essayer de réduire et d'essayer de répondre à ces colères et ces inquiétudes pour que l'organisation de notre pays puisse apporter la même chose à tous, ceux qui sont en rural comme ceux qui sont en ville. Et pourquoi la colère se manifeste se transforme en vote RN? Pourquoi elle se transforme pas juste en abstention? Elle se transforme aussi en abstention visiblement, mais pourquoi j'irais voter pour une extrême, tu vois, si je suis pas d'accord? Est-ce que tu penses que vraiment ils veulent le RN au pouvoir, ou c'est juste pour dire regardez-nous? Je pense qu'il y a pas c'est pas un vote d'adhésion, c'est en fait quand on regarde un programme ou une profession de foi du Front National ou du Rassemblement National, on est pratiquement tous d'accord avec tout, puisqu'il y a rien d'écrit de très choquant. C'est sur ce qui est écrit, il y a rien de choquant. Moi, ce que j'entends à l'Assemblée nationale, il y a certains propos qui me heurtent plus que ce que j'ai pu lire sur les documents. Et donc, c'est pour ça que l'adhésion, elle est à ce qui est écrit et pas à ce que le Rassemblement national parfois véhicule comme message oralement, ou que l'on connaît dans les propos qu'ils ont à l'Assemblée nationale, ou dans d'autres dans d'autres collectivités où ils peuvent être présents. Tu aurais un exemple là à citer de choses qui t'a heurté? Cette semaine sur les étrangers, aujourd'hui la France a toujours été une terre d'accueil, il faut qu'elle reste une terre d'accueil, des propos qui allaient à l'encontre de ça m'ont choqué cette semaine, oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour ton mandat, mais au-delà aussi, pour la suite? Alors, moi, ce que je souhaite en tant que député, puisque j'ai dit que le premier rôle du député, c'était de voter des lois, c'est qu'effectivement, ces lois permettent d'aller là où le président de la République souhaite nous emmener, c'est-à-dire vers le plein emploi. Et pour aller vers le plein emploi, il y a différentes choses. Il y a encore quelques aménagements à faire au niveau des entreprises et de la taxation des entreprises, mais aussi au niveau de la formation et de l'orientation des jeunes. Et la formation tout le long de la vie. Je crois que ça fait maintenant à peu près 30 ans que je suis dans la vie professionnelle aussi, et chaque fois on me dit mais les métiers de dans 5 ans seront pas ceux d'aujourd'hui, et c'est de plus en plus vrai.
On doit trouver des solutions pour que tout un chacun puisse se former tout au long de sa vie et éventuellement changer de vie, justement, s'il le souhaite, et changer de voie professionnelle. Ça, c'est pour ceux qui travaillent déjà et pouvoir répondre aux offres d'emploi qui existent, puisque on le voit surtout à beaucoup de carrefours, à la sortie de l'autoroute, sur les zones d'activité, que les entreprises recherchent des salariés. Et non pas en face des gens qui sont suffisamment formés. Je crois que des gens qui ont envie de travailler, il y en a, mais ils n'ont pas forcément les bonnes compétences. Donc il faut qu'on trouve véritablement des solutions pour qu'ils aient ces compétences. Après, il y a l'orientation des jeunes, sur lequel il y a, à mon avis, beaucoup de choses encore à faire, surtout au niveau du collège. Il faut qu'on arrive à orienter au collège pour que des métiers qui sont aujourd'hui très rémunérateurs dans l'artisanat, dans différents métiers, oui, plutôt les métiers manuels, que les jeunes comprennent qu'ils peuvent se réaliser dans ces métiers-là, et qui peuvent aussi continuer, passer un bac, passer un BTS pour pouvoir faire partie des meilleurs artisans demain. Et d'ailleurs, pour être un bon artisan, il faut faire des études, mais il faut pour ça avoir commencé avec ses mains et continuer avec sa tête et faire fonctionner les deux en même temps. Et c'est cette orientation qu'il faut qu'on travaille. Donc ça, ce sont les défis nationaux. Après, au niveau local, il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce campus des métiers qui me semble très intéressant sur Nogent-le-Rotrou, et sur la partie plus urbaine de la circonscription, du côté de Mainvilliers ou Lucé. Le souhait, c'est de pouvoir travailler sur la rénovation urbaine. Donc c'est déjà bien avancé sur Mainvilliers, avec des tours qui ont été détruites. Et un aménagement du centre-ville qui va maintenant être réalisé en faisant vivre la ville. Et l'idée, et le défi, ça va de pouvoir essayer de faire la même chose et d'apporter les financements pour que l'UC puisse faire pareil. Si des citadins nous écoutent, je vais leur dire que ils sont les bienvenus. Il y a des gens qui vivent dans le milieu rural par chez nous et qu'on y vit très bien. Effectivement, ils peuvent être inquiets, et puisque des inquiétudes ont été formulées par ce vote Rassemblement national, de se dire qu'on vit mal. Non, on vit bien, mais il y a ces inquiétudes qui sont là et auxquelles on travaille pour y répondre. Je suis persuadé qu'on va y arriver. Et il reste, on reste une zone. Alors là, je parle plutôt dans la partie Percheronne, très agréable pour y vivre et pour y s'y promener. Merci Luc d'avoir accepté de répondre à mes questions. Il n'y a pas de quoi. À bientôt. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.